Ah, tu vois. On a l'habitude. On a l'habitude. Oui, mais pas des pancartes comme ça quand même. Et si on l'a dans le dos, mais sauf qu'elle est invisible. Il faut les masses devant, les masses. Fais ça. Parfait. Passe dans le champ, passe. Bah, faut se battre avec ces gens-là, autrement ils partent pas, c'est toujours la guerre. Et tout là qui vient de trouver, j'ai pète la gueule. Bah c'est ça qui va se passer. Il y en a beaucoup ici chez les gens du voyage qui ne savent pas lire ni écrire. Là, faut mettre une croix sur celle-là. Ah, où la croix? Il n'y a rien qui nous empêchera de voyager, rien. Avec la mort qui nous empêchera de voyager. Une fois qu'on sera mort, on voyagera plus. Ça sent la préfet. C'est discriminé. Qu'est-ce que vous allez faire? Je sais pas. Ils n'ont pas la confiance dans un Rome, surtout quand il n'a pas de papier. Bonjour. Bonjour madame. Je me suis fait 12 € aujourd'hui. Les Français, ils ne donnent plus beaucoup. Paris ne peut pas être un campement géant, bien évidemment. Ça que le pour les petits, pour les enfants. Non, pour les petits, pour les enfants, pour les handicapés. Fallait pas voler. Content ou pas content, je m'en fiche maintenant. Tu te tais. C'est clair? Bonsoir à tous et bienvenue dans Révélation. Ce soir, nous vous proposons un document exceptionnel sur une communauté souvent pointée du doigt, les Tziganes et en particulier les Roms. Originaires de Roumanie ou de Bulgarie, ils seraient 20 000 à être venus chercher en France une vie meilleure. Entassés dans des logements de fortune, ils vivent soudés et pour subvenir aux besoins de leur famille, beaucoup pratiquent la débrouille et certains basculent dans la délinquance. Alors pourquoi ont-ils fait ce choix de quitter leur pays pour vivre dans des conditions parfois indignes ? Dans notre reportage, nous avons vécu aux côtés d'une autre population tzigane, souvent confondue avec les Roms, les gens du voyage. Contrairement aux Roms, eux sont français, mais leur mode de vie nomade dérange parfois. Qui sont-ils? Comment parviennent-ils à transmettre leurs traditions de génération en génération? Roms, gens du voyage, immersion au cœur des communautés tziganes, c'est tout de suite dans Révélation. Ces derniers temps, devant les caméras de télévision, ce genre de scène est devenu de plus en plus fréquent. Il est 7 h du matin, à Corbeil-Essonnes, dans le sud de Paris. Une centaine de policiers et de gendarmes évacuent un campement illégal de Roms. Ça sent la préfet. C'est discriminé. La veille, le préfet de l'Essonne a ordonné l'expulsion. Une centaine de familles se retrouvent sur la route, sans toit. Qu'est-ce que vous allez faire? Je sais pas. Au même moment, les bulldozers entrent en action et détruisent ces logements de fortune. Des images spectaculaires qui font de ce sujet l'un des faits d'actualité qui frappe le plus les Français aujourd'hui. Les Roms, un dossier brûlant. Depuis quelques mois, le sujet défraie la chronique. Rarement une population aura autant été montrée du doigt. Médias et politiques alimentent la polémique. Certains vont jusqu'à parler d'overdose. Il faut dire que souvent pour les Français, les stéréotypes de la population rome, les voici. Des familles qui s'entassent dans des bidonvilles. Des femmes qui vident les poubelles. Des mendiants dans les centres-villes. Ou des bandes de pickpockets dans le métro. Tu t'es bien, fallait pas voler. Content ou pas content, je m'en fiche maintenant. Tu te tais. C'est clair? Moi, c'est un pickpocket et moi, voler tout la gère. À la radio, à la télévision, le débat est devenu passionnel. Les Roms, ça vous pose un problème. Paris ne peut pas être un campement géant, bien évidemment. Alors y a-t-il vraiment une déferlante de l'immigration rome, comme le dénoncent certains? Pour le moment, qui harcèle qui? Vous avez l'impression qu'on harcèle beaucoup les Roms? Parce que moi, j'ai l'impression que les Roms, ils harcèlent beaucoup les Parisiens. Pourquoi aujourd'hui les Roms font-ils si peur? 15% de la délinquance des mineurs à Paris aujourd'hui est le fait de jeunes Roumains. La communauté rome est-elle une menace ou un bouc émissaire? Ces populations ont des modes de vie extrêmement différents des nôtres. Les Roms ont vocation à revenir en Roumanie ou en Bulgarie. Qu'en est-il vraiment? Quelle est la part de fantasme? Quelle est la part de réalité? Pour le savoir, nous avons mené l'enquête pendant 6 mois.
plongé dans une communauté au cœur de la polémique. Non, 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 non. Il n'est pas facile de convaincre des Roms de participer à un reportage pour la télévision. Nous avons mis des mois. Car il règne souvent autour de cette communauté une certaine méfiance, voire une forme d'opacité. Nous sommes dans le campement de Villebon-sur-Yvette, dans l'Essonne. Dans cette usine désaffectée, ils sont à peu près 150 Roms installés depuis 1 an environ. Leurs baraquements sont construits avec des matériaux de récupération. Ce campement n'est pas légal. Il est sous la menace permanente d'une expulsion. Pour gagner de l'argent, ici, c'est combine et système D. Vassili a 22 ans et cela fait 3 ans qu'il vit en France. Sa spécialité à lui, c'est le commerce de vieux vêtements. On est toute la famille, dans tous les paris on cherche, on fait les poubelles. On a trouvé, on va aller au marché. Tout ça, c'est 25-30 euros. Tout le caddie? Tout le caddie, oui. Et c'est 1 euro, 50 centimes. Et donc tous les jours, vous faites les poubelles? Oui, oui, oui. Ça, c'est depuis le matin, oui. C'est bien ça. Oui, on était les premiers qui fouillaient dans les poubelles. Et tu commences à quelle heure? À 5 heures le matin. Vassili fait les poubelles plusieurs fois par semaine. Les vêtements qu'il a récupérés, Vassili les stocke dans une vieille voiture prêtée par un ami. Dans ce coffre, l'équivalent de 3 caddies de vêtements est entassé. Vassili fait vite. À tout moment, il peut être surpris par la police, car la vente à la sauvette, bien sûr, c'est interdit. Maintenant, s'ils me voient, ils arrêtent ici et ils disent allez, vous donnez tout dans les voitures et vous embarquez, ils prennent tous les bagages. Maintenant, direction un marché d'un genre un peu particulier, non loin de Montreuil. Vassili va rejoindre sa place, toujours la même, accompagné de ses camarades de campement. Impossible de sortir une caméra ici, alors c'est discrètement que nous avons filmé ce lieu de vente. Vassili est loin d'être seul, des dizaines de Roms participent à ce marché à la sauvette. Un bazar à ciel ouvert où l'on trouve presque de tout. Des vêtements, des chaussures, du petit matériel électronique et même ici, quelques bouteilles de champagne. Beaucoup de babioles, rien qui soit vraiment neuf, tout s'achète et tout se revend pour de petites sommes. À peine Vassili dépose-t-il sa marchandise que les clients approchent. Allez-y, monsieur, allez-y, allez-y, le pantalon, bon pantalon, allez-y, allez-y. Ah, c'est que les hommes alors? Du bon pantalon, monsieur, regarde, votre taille. On est, charge de monnaie. Combien? 2 euros, il ramène 8 euros pour les dents. 2 euros pour un pantalon, même tarif pour un blouson, une chemise ou des chaussures, des prix défiant toute concurrence. Bon vendeur, Vassili sait attirer les acheteurs et les convaincre de la qualité de sa marchandise. Ça va rentrer à la personne. Allez-y, madame, ça va rentrer, regardez bien le taille. Et vous donnez votre prix et vous les prenez. Oui, c'est très bien, madame, mais ça aussi... En quelques heures, Vassili a tout vendu. Il rejoint ensuite sa mère qui, quelques mètres plus loin, revend elle aussi des fripes. 1,50 €, ça marche. 1 euro aussi. Et t'as eu ça où? Ça, je fouillais dans les poubelles et je l'ai trouvé. J'avais eu une chance. Allez-y, madame. Ça va, madame? En fin de journée, Vassili et sa mère ont gagné 60 euros. Un gain net, puisque la marchandise ne leur a rien coûté. D'après nos estimations, le revenu mensuel de Vassili et de sa famille, grâce à la revente de vêtements, s'élève à environ 1 000 euros. De quoi faire vivre modestement 5 personnes. C'est de ce genre de petits boulots que vivent la grande majorité des Roms, avec une prédilection pour les fripes et la ferraille. Sans papier, c'est souvent le seul moyen de survivre. Quant à espérer trouver un vrai travail, un travail déclaré et officiel, c'est beaucoup plus difficile. Nicolae en sait quelque chose. Il a 23 ans, il est en France depuis 2 ans déjà. Il vit ici avec ses parents dans un cabanon de quelques mètres carrés. Nicolae est étudiant, il a obtenu son bac en Roumanie et il avait la possibilité de s'inscrire dans une école de commerce à Paris. Pour cela, il avait besoin de trouver un emploi en alternance dans une entreprise. Mais malgré des dizaines d'entretiens et de candidatures, il n'a jamais réussi à décrocher le moindre contrat. Il y avait des entretiens et des entretiens partout.
Et environ 20 ou 30 entretiens et partout il y avait des réponses négatives. Sans contrat, Nicolae n'a pu entrer dans l'école de commerce qu'il visait. Avec le recul, il pense que les recruteurs ont sans doute quelques préjugés envers sa communauté. Jusqu'au présent, je n'ai pas vu à tous mes entretiens que j'ai eus qu'il y a des employeurs qui étaient racistes. Je n'ai pas remarqué cette chose. Mais ils n'ont pas la confiance dans un Rome, surtout quand il n'y a pas de papier, parce que c'est un Rome, c'est ça. Nicolae est aujourd'hui inscrit dans une fac de droit à Paris. Il espère devenir avocat. Mais la grande majorité de ses compatriotes n'a pas un niveau d'études élevé. Et faute d'emploi, c'est parfois vers la délinquance qu'il se tourne. Paris, au pied de la Tour Eiffel. Il est 10 h, les touristes venus du monde entier affluent sur le Champ de Mars. Ce sont des proies faciles pour des réseaux de malfaiteurs roms. Organisés comme des mafias, ils obligent des jeunes filles en détresse de leur communauté à mendier, ou pire encore, à voler des touristes, en utilisant une technique très au point, une sorte d'arnaque à la pétition. Le principe est simple, elles abordent les touristes en prétextant leur faire signer une pétition en faveur d'une association caritative. Une fois la conversation engagée, elles demandent une petite somme d'argent, 3 à 5 €, soi-disant pour financer l'association. 5 € pour les petits, pour les enfants. Cet argent, il est à toi? Comment? Cet argent, il est à toi? Non, pour les petits, pour les enfants, pour les handicapés. L'association se nommerait Association des sourds-muets pour les sans-abri, les enfants SDF, les orphelins et les handicapés. Nous avons vérifié, aucune association de ce nom n'existe. Il s'agit donc bien d'un leurre pour récupérer de l'argent plus facilement auprès des passants naïfs. Et parfois même, l'arnaque va encore plus loin, comme nous l'explique ce policier de la BAC, qui traque les délinquants tous les jours sur les trottoirs parisiens. Ils vont entourer un touriste à plusieurs, et pendant qu'un présente le formulaire de pétition, un deuxième va faire les poches tout simplement en masquant le regard du touriste avec le formulaire cartonné, tout simplement. Lorsqu'on regarde de près cette délinquance, on s'aperçoit qu'elle est souvent le fait de jeunes mineurs, de parfois moins de 15 ans, et ce n'est pas un hasard. Nous avons suivi pendant une journée une patrouille de la BAC. Ils sont 4 policiers. Leur méthode, c'est de se fondre dans la foule pour interpeller les pickpockets en flagrant délit. D'après eux, 70% des vols à l'arraché dans le métro parisien seraient commis par de jeunes Roms. En général, ils vont profiter de l'ouverture des portes pour se coller derrière les gens en posant le sac ou la veste sur l'objet qu'ils convoitent, et avec la deuxième main, ils vont soustraire simplement sur le portefeuille, sur le téléphone portable des usagers. Mais vous allez voir qu'il faut être sacrément entraîné pour repérer les pickpockets les plus habiles. Alors que nous suivons les agents de la BAC, nous allons sans le savoir filmer un vol en direct. La victime, c'est cette jeune femme qui tient un parapluie noir. Derrière elle, 2 jeunes garçons qui vont subtiliser son smartphone dans sa poche. Même au ralenti, difficile de voir comment ils opèrent. Mais en quelques secondes, le portable est entre leurs mains. La jeune femme ne s'est rendue compte de rien. Ce sont les policiers qui aussitôt interpellent les 2 voleurs. Madame, mademoiselle, c'est la police. Hé, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Non, n'est pas là, là-bas. Non, pas là. Non, n'est pas là. On n'est pas là. Non, nous. C'est votre téléphone, madame. Vous allez rester avec moi. Assis-toi. Oh, je te mets. Ils ont beau être très jeunes, ils vont donner du fil à retordre aux policiers. Le portable de la victime. La victime, la demoiselle. Fallait pas voler. Content ou pas content, je m'en fiche maintenant. Tu te tais. C'est clair? La victime a porté plainte. Ces 2 jeunes vont donc finir la journée au poste. Des jeunes Roms qui font les pickpockets comme eux, les policiers en arrêtent tous les jours. Mais le plus souvent, même lorsqu'ils parviennent à les interpeller, ils sont impuissants. Quelques minutes plus tard, la même brigade intervient sur un autre vol de téléphone portable. Une fois encore, un groupe de jeunes Roms. Ils viennent de tenter de détrousser un touriste asiatique qui ne s'est pas laissé faire. Ils viennent d'essayer de me faire les poches. Et ils ont réussi? Non, je les ai attrapés par la veste. Oui, moi c'est un voleuse. Moi c'est un
pickpocket. Une fois interpellée, l'adolescente accepte de montrer aux policiers comment elle opère lors d'un pickpocket. Et comment tu fais, montre-moi? Comme ça. Scène surréaliste, sa proie cette fois, c'est le policier qui la traque quotidiennement dans les artères du métro. Et ce qu'elle va subtiliser, ce n'est pas un portefeuille, Vas-y, montre. ce sont les menottes du policier. Comme ça. Moi, comme ça, voler. Moi, c'est un... Si ces jeunes délinquants se montrent si détendus, c'est parce qu'ils savent qu'ils ne risquent pas grand-chose. Ils affirment avoir moins de 13 ans et faute de papier, il est impossible pour les policiers de vérifier leur âge. Comme le touriste asiatique n'a pas souhaité porter plainte, c'est la loi, ces mineurs ne peuvent pas être placés en garde à vue. Les policiers n'ont pas d'autre choix que de les laisser repartir. D'après les services de police, ce sont des adultes et des réseaux organisés qui les utilisent justement à cause de leur jeune âge. Précarité et délinquance, combine et système D. Comment expliquer dans ces conditions que 20 000 Roms fassent malgré tout le choix de vivre en France? Pour le savoir, nous décidons de prendre la route en sens inverse. Direction l'Est, le centre de l'Europe, à 2000 km de là. Vers le pays où vit la plus grande communauté rom au monde, la Roumanie. Bucarest, la capitale. Depuis la fin de la dictature de Ceausescu en 1989 et la chute du bloc soviétique, le pays s'est ouvert à l'économie de marché. Aujourd'hui, dans les rues de la capitale, autour des bâtiments trapus de l'époque communiste, ont poussé des tours plus modernes. Une révolution à laquelle le 1,5 million de Roms qui vit ici ne participe pas. Ceux qui étaient considérés comme des esclaves jusqu'en 1858 sont encore des parias. Il faut faire 350 km supplémentaires pour rejoindre un village dans lequel vit une importante population rom. Cetate de Balta. Et vous allez voir que le rêve de beaucoup d'entre eux, c'est de venir en France. Le centre-ville est coquet, mais il est réservé aux Roumains. Les Roms, eux, vivent dans les faubourgs et dans des conditions de vie particulièrement difficiles. Dans cette maison délabrée sans toit, vivent Oukar et Tchouchour, son mari. Le sol est en terre battue, il n'y a ni électricité ni eau courante. Ce couple a 11 enfants, mais seuls 3 vivent encore sous leur toit. Les autres sont à l'orphelinat, car le couple ne parvenait pas à s'en occuper. Ici, on ne mange pas tous les jours à sa faim. Il y a des jours où je ne mange pas parce que je n'ai pas d'argent. Cela fait 2 jours que la famille ne se nourrit que de pain et de salami et de ce ragoût. Alors il faut se mettre en quête de nourriture. Justement, ce matin, c'est le jour où le marchand ambulant de la ville fait sa tournée. Elle marche, ta télé? Oui, elle marche, je te jure. J'ai donné la télé pour une poule. Une poule, ça coûte 60 000 lei, l'équivalent d'1,50 €. Il faut que j'en achète 2 parce qu'on est beaucoup de personnes. Une poule contre un téléviseur. C'est la seule façon pour Tchouchour de donner à manger à ses enfants aujourd'hui. Et cela ne sera pas suffisant, car il y a 5 bouches à nourrir. À peine acheté, le poulet est immédiatement tué pour finir dans la casserole. Demain, je ne sais pas ce qu'on va manger. Il y a des jours où on mange, d'autres où on ne mange pas. C'est dur, parce que les enfants nous réclament de la nourriture, chaque jour. Ici, comme partout dans le pays, les Roms sont considérés comme des citoyens de seconde zone. 50% d'entre eux sont au chômage et 70% vivent sous le seuil de pauvreté. Une réalité incroyable au XXIe siècle, au cœur de l'Europe. Les Roms sont les parias de la société roumaine, une situation qui perdure depuis qu'ils sont arrivés en Roumanie il y a plus de 1000 ans. Car tout commence au Xe siècle de l'autre côté du globe, en Inde. C'est ici qu'un peuple nomade, les Tziganes, a entamé un long voyage vers l'Europe en quête de travail. À travers les années, ils ont parcouru des milliers de kilomètres avant d'essaimer dans les pays européens autour du XVe siècle. Ils ont alors donné naissance à différentes communautés.
En Espagne, on les a appelés les gitans. En France, les bohémiens. Dans le nord de l'Europe, les manouches. Et en Europe de l'Est, essentiellement en Roumanie, ce sont les Roms. S'ils quittent leur pays aujourd'hui, c'est une question de survie. Aller chercher de l'argent ailleurs pour permettre à sa famille de manger et de se loger ici. Dans le voisinage de Tchouchtchour, il y a beaucoup de maisons inhabitées. Ses voisins sont presque tous partis en France. Tchouchtchour s'est laissé dire que là-bas, on peut gagner facilement de l'argent. J'ai entendu dire qu'en France, on pouvait faire des sous. Tous les Roms du village sont partis chez vous. Regarde, toutes les maisons sont vides. Tchouchtchour voudrait bien partir en France lui aussi. Le problème, c'est que sans emploi et criblé de dettes, il ne touche que 50 € d'aide sociale par mois. Or, les Roms qui viennent en France, ce sont ceux qui réussissent à mettre un peu d'argent de côté pour s'acheter un billet d'autocar. C'est le cas notamment de Chipa. Chipa vit à quelques centaines de mètres de là avec sa femme et ses 5 petits-enfants. Et demain, il se prépare à partir pour le sud de la France, direction Toulon. Cela fait 7 ans qu'il fait des allers-retours entre son village et la France. Je lave mes chaussures pour aller en France. Comme ça, elles ne vont pas sentir dans le car. Chez les messieurs, il faut que tu sois propre. Voilà, je lave ça pour aller en France, à Toulon. Chipa a déjà acheté son billet d'autocar, un billet qui lui a coûté 125 €. Il est fier de nous le montrer car s'il a pu se le payer, c'est grâce à ses enfants qui eux sont déjà sur place. Ils lui ont envoyé l'argent, cela représente 2 semaines de travail pour eux. Mendier dans les rues en France, c'est ce qui permet à Chipa d'améliorer sa vie quotidienne ici. En moyenne, il peut gagner 500 € par mois en faisant la manche à Toulon. C'est comme ça qu'il peut entretenir sa maison en Roumanie. Regarde, je suis obligé d'y aller. Je n'ai pas envie, mais il faut que j'arrive à réparer mes fenêtres. Là, là et là. Je suis obligé. Je ne vais pas là-bas pour faire la fête. Dans 2 mois, si je reviens avec 400, 500 €, je suis un chef. Si j'arrive à revenir avec cette somme-là, ça dépend de combien de sous me donneront les Français. Ils en ont marre de nous, et ils n'ont pas le choix. Et moi non plus, et nous non plus. C'est comme ça. 8 h le lendemain matin. Dernier préparatif, l'heure du départ approche. Chipa prend la route avec 100 € en liquide, un petit pécule qui lui permettra d'assurer les dépenses durant le voyage et les premiers jours en France. De l'argent qu'on lui a prêté. J'ai pris un prêt pour partir en France. Et combien il faut que tu rembourses pour 100 €? Il faut que je rembourse 120 €. C'est ma seule chance pour aller en France. Mais pour rembourser cette somme, Chipa n'est pas inquiet. Avec Babi, il en est sûr, l'argent va rentrer, de quoi payer ses dettes et envoyer de l'argent à sa famille au pays. Ferme bien le sac, mets tout dedans, couvre-le entièrement. Mais non, il va s'étouffer. Sois sage, Babi. Si t'es pas sage, moi aussi je vais te frapper. Si tu veux pas faire de sous pour papy, tu vas avoir des problèmes. Allez les enfants, au revoir. Salut. Au revoir, papy. Les adieux sont simples et sans émotion. Pas de larmes, ni d'embrassades. Les 2 époux ne vont pas se voir pendant près de 4 mois, mais ces départs vers la France sont devenus une habitude. Ils rythment désormais leur vie. Direction Blaj, à 30 km, la ville voisine de Cetate de Balta. Babi, tais-toi. C'est dans cette agence de voyage que Chipa a acheté son billet d'autocar pour Toulon il y a 1 semaine. Le départ, c'est dans 15 minutes. On part en France avec Babi. Comme ça, on va faire de l'argent. Comme ça, on ne va pas mourir de faim. Des agences comme celle-ci, il y en a partout en Roumanie. Dans la seule ville de Blaj, 4 agences de voyage organisent des départs vers l'Europe de l'Ouest. Des agences qui appartiennent toutes à des Roumains. Les allers-retours des Roms sont pour eux un business florissant. Ils font marcher les affaires.
80% de nos clients sont des Roms. On a des départs tous les jours, du lundi au samedi et aussi le dimanche. Le plus grand nombre de gens vont aller en Espagne, en France, en Italie. En chiffres, chaque semaine, on doit avoir 50, 60 personnes, mais ils ne vont pas tous en France. Il est midi, le car vient d'arriver avec 2 heures de retard. Mais ce n'est pas ce contretemps qui contrarie Chipa, c'est l'attitude hostile des chauffeurs du car. Ils affirment que son billet ne l'autorise pas à emporter le petit chien et lui réclament de l'argent. Laisse le chien là. Non, tu peux pas le prendre. Tu as payé ton billet? Oui, j'ai payé mon billet. Tu le laisses dehors, le chien. T'as compris? C'est clair? Sinon, il faut payer. Il me demande de payer 70 € pour le chien. Si j'étais un Roumain, vous l'auriez pris. Babi restera donc sur le trottoir. Pour Chipa, c'est une partie de son chiffre d'affaires qui s'envole. Livré à lui-même, le chiot ira sans doute grossir les rangs des meutes de chiens errants que l'on retrouve un peu partout en Roumanie. Le trajet vers Toulon prendra 2 jours et 2 nuits. Le car va traverser la moitié de l'Europe via la Hongrie, la Slovénie et l'Italie, avant d'atteindre le sud de la France, un total de 2000 km. Pour Chipa, comme pour tous les Roms, aucune difficulté administrative pour entrer en France. La Roumanie fait partie depuis 2007 de l'Union européenne. Ses citoyens peuvent circuler entre les pays membres sans visa. En principe, au bout de 3 mois, il faut justifier d'une carte de séjour et donc d'un emploi ou de ressources suffisantes. Mais dans la réalité, c'est une règle difficile à faire respecter. Trois semaines plus tard, nous sommes sur la Côte d'Azur en plein été à Toulon. En cette saison, la ville est prisée des touristes et des Roms. On en recenserait pas loin d'une centaine. Nous cherchons à retrouver Chipa. Et nous allons le découvrir en ce début de journée en plein centre-ville, en train de faire un brin de toilette. Ici, Chipa est SDF, il dort dehors. Tout l'enjeu pour lui, c'est de gagner le plus d'argent possible et d'en mettre de côté le maximum pour sa famille en Roumanie. Alors pendant son séjour à Toulon, il fait en sorte de ne quasiment rien dépenser. Vers 8h30, il se dirige vers le site où il va travailler. Il récupère la planche en bois sur laquelle il va passer la journée. Et il s'installe à l'entrée de ce supermarché. Depuis une vingtaine de jours, c'est sa place attitrée, un endroit où on le tolère. La sécurité n'a jamais cherché à le faire fuir. Mais l'absence de Babi, le petit chien, se fait cruellement sentir. Rares sont ceux qui donnent. Bonjour. Bonjour, madame. Chipa a une technique pour inciter les gens à la générosité. C'est de dire bonjour et d'essayer d'engager le dialogue. Merci. Merci. Bonjour. Ça va? Ça va? Ça va, vous? Ça fonctionne de temps en temps. Il arrive même que certaines clientes lui offrent à manger, comme ici un sandwich et une pièce. Merci. Sympathiser avec les clients, c'est aussi une façon de fidéliser les donneurs. Alors, pour remercier cette femme, Chipa va l'aider en poussant son caddie jusqu'à sa voiture. Sur une journée, les piécettes ne sont pas bien nombreuses, mais Chipa a l'habitude. L'important pour lui, c'est d'avoir trouvé un endroit stable avec du passage et où il est accepté. C'est pas que ça gêne tout le monde. Il n'est pas très dérangeant en même temps, hein. Il n'est pas lourd, il s'accroche pas aux clients, quoi. Il aborde même pas les gens. Après, ça dépend des gens. Lui, il est calme, il est sage là. Bon, il y en a qui viennent, ils s'accrochent au pare-brise, il arrête jamais. Ça fait quand même de la peine de voir une personne comme ça, toute la journée assise comme ça. Puis il est bien sympathique, il me demande des nouvelles de ma petite fille et tout, donc voilà, on a un peu sympathisé. Vers 17h, tous les soirs, Chipa se lève et repart vers le centre-ville. Et au passage, il compte la recette du jour.
Je me suis fait 12 € aujourd'hui. 12 €. Les Français, ils ne donnent plus beaucoup. En tout cas, moins qu'avant. Des fois, je ne mange pas pour pouvoir envoyer le plus possible à la famille, en Roumanie, pour acheter du bois, de la nourriture, pour bien vivre là-bas. C'est là-bas qu'ils ont besoin d'argent. Moi, ici, je me débrouille. En 3 semaines de manche devant son supermarché, Chipa a déjà réussi à envoyer 100 € au pays. Aujourd'hui, il s'apprête à faire un deuxième envoi dans cette agence de transfert d'argent. À nouveau 100 € pour sa femme et ses petits-enfants restés au village. Roumanie, c'est la firme, c'est la monnaie, c'est ici. Bonjour. Pour envoyer de l'argent au pays, rien de plus simple. Il suffit de remplir un formulaire, de présenter une pièce d'identité et bien sûr de payer quelques frais. Il vient de déposer 100 €. Combien ça lui coûte? 100 €, ça lui coûte 13 €. 13 € pour un envoi de 100 €. C'est cher, mais c'est le seul moyen de faire parvenir rapidement de l'argent en Roumanie. C'est bon, ciao. Roumanie. Les 200 € que Chipa a pu envoyer à sa femme, c'est là-bas beaucoup d'argent, l'équivalent du salaire mensuel d'un ouvrier spécialisé. Chipa retourne maintenant à l'endroit où il passe toutes ses nuits à Toulon. Comme tous les SDF, il dort dehors, il n'a pas d'endroit pour ranger ses affaires. Je mets mon matelas ici, pour que personne ne me le prenne. Où veux-tu que je le mette? Je n'ai pas d'armoire, je n'ai rien. Je l'ai mis là. Je le prends et je vais dormir. Ils sont une vingtaine de Roms à se retrouver ici chaque soir, à 300 mètres de la gare de Toulon. Tous originaires du même village de Cetate de Balta, comme Chipa. Parmi eux, il y a sa fille Kunda et son gendre Damsi, tous deux en exil ici, sans leurs enfants, restés avec leur grand-mère en Roumanie. Après avoir passé plusieurs années en Italie, Damsi et sa femme se sont installés sur la Côte d'Azur il y a 3 ans. Et ils ont pas mal voyagé. Toulon, Cannes, Nice, Montpellier, Grenoble, voilà, Italia, Padua, Venezia, Milano. Explique-moi la différence entre la France et l'Italie. C'est mieux l'Italie ou c'est mieux la France? C'est mieux la France. Pourquoi? Parce que l'Italie, les polices les tompaient. Ils tompaient les Romains. Les Romains, ils tompaient. Pas ici. Ici, c'est mieux. C'est bien ici, les polices. Il n'y a pas de problème. L'Italie, les tompaient. Allez, santé. Un peu, hein? Chipa, sa fille et son gendre vivent comme ça depuis 8 ans. Ils arrivent à gagner autour de 500 € par mois. Mais alors, que font-ils de cet argent lorsqu'ils rentrent au pays? Comment le dépensent-ils? Pour le savoir, nous sommes retournés en Roumanie. Vous allez voir qu'à Cetate de Balta, à 2000 km de là, les Roms qui ont la possibilité d'aller en France pour travailler ou pour mendier vivent beaucoup mieux que les autres. Ils sont installés dans un quartier plus agréable. Leurs maisons sont plus confortables. Il y a l'eau, l'électricité et le tout à l'égout. Aici ça n'a pas. Ici, beaucoup misère la Roumanie, la française, ça va la française, beaucoup manger la française, ici même manger. Mariella a quelques bases de français car elle travaille en France la majeure partie de l'année. Aujourd'hui, elle fait partie de la nouvelle classe moyenne rome. Et elle est particulièrement fière de sa situation. Elle veut nous montrer sa maison, malgré les réticences de son mari. Oh, qu'est-ce que tu fais? Je vais les emmener voir la maison. Non, non, non. Oui, oui, oui. Non, venez, venez. Laisse-moi tranquille. Tu as fait fortune et tu ne veux pas montrer ta maison? Chef. On a des bègues, on a plein de gâteaux. Vas-y, ici, vas-y. Allez, vas-y, monsieur. C'est la France qui nous a aidés pour tout ce qu'on a fait ici. Ce sont les Français qui ont donné l'argent pour la maison. Comme ça, s'ils viennent en Roumanie, ils peuvent rester ici. Il y a une douche et tout. Montre tout, même la chambre.
Cette salle de bain avec l'eau courante, cela peut paraître banal, mais ici, c'est un signe de richesse. Sans parler de la machine à laver et du carrelage au sol. Depuis 5 ans, on vit à Metz. Au début, c'était très dur parce qu'on habitait dans un bidonville, dehors, sous la pluie. On avait des cabanes et il pleuvait à l'intérieur. Au début de leur arrivée en France, Mariella et son mari ont dû vivre quelque temps dans un bidonville à Dijon. Ils ont eu la chance d'être pris en charge par une association locale qui les a logés et qui a scolarisé leurs 3 enfants. Maintenant, on est très bien là-bas. On a un appartement. Ils nous ont aidés car on a touché une allocation. Et c'est avec ça qu'on est revenu à la maison et qu'on l'a réparé. Comme ça, je peux retourner en Roumanie avec les enfants. En France, Mariella travaille comme femme de ménage au noir. Occasionnellement, elle l'avoue, quand elle ne trouve pas de travail, elle fait aussi la manche dans la rue. Puis elle revient embellir sa maison au pays. Au total, elle y a investi autour de 15 000 €. À l'avenir, elle espère pouvoir agrandir la maison pour construire une chambre de plus. Chez les voisins de Mariella, les frères Batchiou, aujourd'hui c'est la fête. La famille est réunie au grand complet à l'occasion du baptême du petit dernier. Ici, si le temps de la misère semble loin, c'est que les allers-retours en France ont porté leurs fruits. La famille a pu construire son rêve, une vraie maison avec des réunions de famille festives. Comme la famille Batchiou, beaucoup des Roms qui travaillent en France ne reviennent plus au village que pour les vacances d'été. D'une certaine façon, leur maison ici est une sorte de résidence secondaire. Dans quelques jours, ils seront tous repartis, direction Strasbourg, Metz ou Dijon. Il n'y a plus que pour les réunions de famille et les grandes occasions qu'ils sont tous ensemble. Ici, en Roumanie, c'est moins cher. Tu fais une petite table et ça fait l'affaire. Mais si tu le fais en France, il faut que tu le fasses dans un restaurant. Tu vas dépenser beaucoup de sous pour un seul baptême. Pendant leurs 2 mois de vacances, ces Roms profitent de leur aisance toute relative dans leur village natal. Mais ils savent que dès leur retour en France, leurs conditions de vie seront beaucoup plus difficiles. On estime que la population rom en France est aujourd'hui d'environ 20 000 personnes, un chiffre qui n'a pas changé depuis 10 ans. Mais la situation exacerbe les passions et pousse parfois à tous les amalgames. Ainsi, on confond souvent les Roms avec les gens du voyage, une communauté qui, pourtant, en dehors de racines communes très lointaines, n'a aucun rapport aujourd'hui. Les gens du voyage, eux, contrairement aux Roms, sont français. Ils vivent en France de génération en génération depuis plus de 5 siècles. Ils sont entre 400 et 500 000. Seule particularité, ils ont conservé leur mode de vie itinérant. Et c'est précisément cela qui provoque régulièrement des confrontations musclées avec les forces de l'ordre et le reste de la population. Ils leur trouvent un terrain à La Roche, de La Roche, ils s'en vont à La Roche, ils reviennent ici nous faire chier. Occupation de terrain illégal. Où se mettre? Il n'y en a pas des terrains légaux pour nous. Opération coup de poing. On nous traite comme des chiens, on n'est pas du bétail, ça sert du bétail, vous trouverez une place. Vous nous donnez rien, alors maintenant on en a marre. Qui sont les gens du voyage? Pourquoi se comportent-ils parfois comme des hors-la-loi? Un jour il y aura un mort, et ben après les autorités ils commenceront à se bouger, à dire maintenant ça ne peut plus continuer ça. Lorsqu'on enquête sur les gens du voyage, le plus compliqué c'est de prendre rendez-vous. Car pour eux, pas d'adresse fixe. C'est sur les routes, de campement en campement, qu'on peut les retrouver. Nous sommes en Savoie, non loin de Chambéry. L'homme au volant de cette camionnette, ce n'est pas n'importe qui chez les gens du voyage. Il s'appelle Milo Delage et c'est un personnage qui pèse lourd dans la communauté. Une sorte de porte-parole de ceux que lui préfère appeler les Français itinérants. Là, c'est le plaisir de la vie, là, tu changes de rêve. Regarde, c'est tout ce qu'il faut le ressentir, ça, hein, faut l'avoir dans le sang, quoi. Ouais, la maison est derrière, là, j'amène ma maison avec moi, là. Pas beaucoup peuvent le faire, ça. Cela fait 60 ans que Milo voyage partout en France. Le voyage fait tout simplement partie de son identité, de sa culture. Et c'est une histoire qui remonte à des siècles en arrière. Souvenez-vous, ces nomades partis d'Inde au Xe siècle et qui ont essaimé à travers l'Europe. En France, on les a longtemps appelés les Bohémiens.
Avec leurs roulottes et leurs chevaux, ils n'avaient pas toujours bonne réputation. Leur mode de vie nomade en faisait une population à part. Mais les siècles ont passé. Les roulottes en bois ont laissé la place aux caravanes. Et aujourd'hui, ce sont des Français comme les autres, si ce n'est ce mode de vie itinérant qu'ils ont conservé de leurs lointains ancêtres. Tous les 15 jours environ, comme ses aïeux avant lui, Milo change d'adresse avec sa femme et son fils. C'est son mode de vie et pour rien au monde, il n'y renoncerait. On ne veut pas se sédentariser, on meurt à petit feu après nous. Il n'y a rien qui nous empêchera de voyager, rien. Avec la mort qui nous empêchera de voyager. Une fois qu'on sera mort, on ne voyagera plus. Voilà. Mais vivre sur la route, c'est un problème permanent. Où poser sa caravane? Vous allez voir que ce n'est pas toujours simple. Milo se rend aujourd'hui à La Roche-sur-Foron. C'est à 30 km au nord d'Annecy, en Haute-Savoie. A priori, cette fois, il n'aura pas de soucis pour stationner. Sa destination est un terrain expressément destiné aux gens du voyage. Cela s'appelle une aire de grand passage. Je ne sais plus où c'est l'endroit exact, je vais chercher un petit peu, mais comme d'hab, c'est pas trop loin des déchetteries, donc je peux marquer déchetterie, on va voir ça. Tu vois, déchetterie. Et ça, comme on cherche des aires d'accueil, c'est ça. Hein. Pour l'aire de grand passage, c'est pareil. Une aire de grand passage, c'est un emplacement mis à la disposition des voyageurs et spécialement aménagé pour eux. Ce jour-là, il y a une cinquantaine de caravanes stationnées, soit pas loin de 200 personnes sur le camp. Beaucoup de jeunes, beaucoup de familles, un vrai petit village. Bah, te mettre ton nom pareil derrière comme ça, hein? C'est un beau terrain, hein? Le terrain qui est bien, c'est un beau terrain. Pas me dire. De l'herbe, des arrivées d'eau et d'électricité, c'est exactement ce dont ont besoin les voyageurs quand ils stationnent quelque part. Et si ce genre d'endroit existe, c'est parce qu'une loi l'a rendu obligatoire. C'est la loi Besson du 5 juillet 2000. Elle exige que tous les départements aménagent des aires de grand passage comme celle-ci. Elle a même fixé un objectif, 350 aires dans toute la France. En contrepartie, ça n'est pas gratuit. C'est pour cela que Lionel fait chaque semaine le tour du campement. 10 € de la place, s'il te plaît. C'est 10 € par semaine et par caravane, et le stationnement est limité à 15 jours maximum. Une fois sa collecte terminée, Lionel remet l'argent chaque semaine à l'envoyé du conseil général. 150, 200, 250, 300, 1, 2, 3, 4 et 5. Okay. S'il vous plaît. J'ai jamais eu de problème, ce que je disais à monsieur. Pas de souci. Merci monsieur, merci. À votre service. À la semaine prochaine. Mercredi prochain, je passe. Au revoir. Les aires de grand passage, c'est donc la solution idéale pour les gens du voyage. Mais le problème, c'est que des terrains comme celui-là, il n'y en a pas assez. Dans un rapport de 2012, la Cour des comptes a dressé un bilan désastreux. Alors que la loi Besson avait fixé l'objectif à 350 aires aménagées il y a presque 17 ans, dans la réalité, les départements sont loin d'avoir joué le jeu. Au 31 décembre 2010, 29,4% des aires de grand passage, soit 103 aires, avaient été réalisées. Pour le moment, moins de 30% des aires prévues par la loi ont donc été créées. Résultat aujourd'hui, ce sont 50 000 places de caravane qui manquent. Du point de vue des gens du voyage, les pouvoirs publics ne respectent pas leurs engagements. Et vous allez voir jusqu'où ils sont prêts à aller pour pouvoir s'installer là où ils le souhaitent. Brie-Comte-Robert, en région parisienne. En cette fin de journée, 4 hommes se sont retrouvés pour une promenade pas tout à fait comme les autres. Alors nous voulons se faire le plus discret possible, c'est pour ça que nous venons à quelques hommes. On fait comme si qu'on se balade, qu'on se promène, tout en repérant un petit peu comment on peut ouvrir ce terrain. Ouvrir un terrain, dans leur jargon, cela veut dire entrer en force, illégalement, sur un espace interdit aux caravanes. Car ces 4 hommes sont des gens du voyage. Et sur ce parc municipal de 4 hectares, ils ont bien l'intention demain d'installer près de 150 caravanes qui les attendent pour le moment à quelques kilomètres. Samson est artisan dans le bâtiment. Il a choisi de ne pas montrer son visage car il préfère que ses relations professionnelles ne sachent pas qu'il appartient à la communauté. Il est le leader de ce groupe de voyageurs. Et s'il cherche un moyen de pénétrer sur ce terrain illégalement, c'est parce que d'après lui, il n'a pas d'autre choix. Regardez, comme on nous dit, on n'a pas de terrain pour vous accueillir. Et quand on voit ça, on se demande à quoi que ça sert, quoi. À faire une grillade pour quelques personnes. Et qu'il y a des centaines de tziganes qui ne savent pas où se mettre.
Dans ce département, la Seine-et-Marne, il devrait y avoir 5 aires de grand passage si la loi Besson était respectée. En fait, il n'y en a que 2 et elles sont déjà occupées. Alors Samson et son groupe ont besoin d'un plan de substitution. L'ennui, c'est que les entrées du terrain ont été sécurisées. Ça ne facilite pas la tâche de Samson et ses 3 acolytes. Ils doivent trouver une solution avant demain matin. Attends, il y a combien? Il faut 2,50 m. 2, ça passe pas. Faut on achève la porte, là. Oh. Bouger la pierre là. Et là, on non, a là, combien? c'est inaccessible. 1, 2. Impossible. 2,50 m, c'est la largeur d'une caravane. Mais avec ces pylônes en béton armés de plusieurs centaines de kilos, impossible de passer. Pour bloquer les gens du voyage, les communes ne manquent pas d'imagination. Talus, barrières, les services techniques de la ville ont tout mis en œuvre pour rendre le passage impossible. Vous voyez, par exemple, ça, c'est une barrière d'accès à la 104, mais à cause des gens du voyage, voilà ce qu'ils ont fait. Inaccessible. Reste une dernière possibilité. Ici, à l'entrée principale du parc. Il y a bien des poteaux en béton armé là aussi, mais Samson et ses hommes pensent avoir la solution. Ils détruiront les obstacles à coups de masse. Ils l'ont déjà fait, cela leur semble possible. C'est donc par là que demain, ils feront entrer les caravanes. Dans un instant, dans Révélation, vous verrez comment les gens du voyage sont obligés de forcer des terrains privés pour installer leur campement. Il y a la police qui est juste derrière Ils sont bloqués, c'est bon. Ils peuvent plus passer. Vous verrez aussi que bien loin des clichés, les gens du voyage sont des travailleurs acharnés qui arpentent les marchés de France. Les gens, nous, on est des gens du voyage, et ça nous dérange pas, nous. On les agresse pas, les gens. Au contraire, on leur amène des choses à pas cher, en plus. Alors, c'est bien pour eux, hein, en plus. Retour auprès des gens du voyage. Aujourd'hui, ce camp s'apprête à vivre une journée mouvementée. Samson, qui est un peu le chef de cette communauté, en est aussi le pasteur, car cette communauté itinérante est une mission religieuse. Ce n'est pas rare parmi les gens du voyage. En France, sur une population totale de 400 000 personnes environ, 70 000 se revendiquent d'une église évangélique. C'est le lieu de culte, c'est un petit peu, on va dire, c'est notre église. Donc nous prêchons l'évangile. Et puis l'enseignement que la parole de Dieu nous laisse, ça veut dire qu'on ne vole pas, on ne boit pas, on ne ment pas. On n'est pas encore des anges, on y sera un jour lorsqu'on sera dans le ciel. Mais du moins, on essaye de vivre comme la Bible nous le demande de vivre. Merci au Seigneur. Alors ce matin, la messe va être un peu originale. Après le prêche classique d'un autre pasteur, c'est David qui disait « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Samson va prendre à son tour le micro pour un prêche un peu différent. On va faire une annonce tout de suite. Hein. Donc vous savez qu'on quitte le terrain aujourd'hui. Voilà, donc on a trouvé une place. Alors on ne vous dira pas où c'est, vous suivrez. Donc on vous demande d'être sage, et vous le serez, de respecter les serviteurs. On a besoin d'une 15-20 garçons pour qu'ils soient devant, donc pour ouvrir la place. C'est une très belle place. On est très bien placé, on est en ville, et vous verrez de vous-même, on sera très bien si le Seigneur nous fait la grâce qu'on rentre. Parce qu'il faut vraiment que le Seigneur nous aide aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Au bout de 40 minutes de messe, la communauté passe à l'action. Le démontage commence. Ceux qui sont autour du chapiteau, s'il vous plaît, les frères, donnez-nous un coup de main, on le démonte tout de suite, comme ça on est débarrassé. 13 h, c'est l'heure du départ. Chacun met la main à la pâte. Dans ces missions religieuses, l'organisation est quasi militaire. Chacun a un rôle bien défini et c'est Samson, le pasteur, qui commande les troupes. Il y a 3 équipes, une pour l'électricité, l'une pour l'eau et l'autre pour le ramassage des ordures. 2 de ces équipes doivent maintenant débrancher les raccordements à l'électricité et à l'eau. Des opérations réalisées des milliers de fois et qui sont parfaitement huilées. Ici, c'est un tuyau de près de 700 mètres qu'il faut désormais remballer. Le campement s'était raccordé illégalement sur cette borne à incendie à son arrivée. Mais depuis, la mairie avait donné son autorisation. Moyennant une somme forfaitaire de 1 000 €, tout le campement a eu l'eau courante pendant une semaine. Ils sont pas assez, les garçons, venez donner un coup de main. En moins d'1 heure, le petit village ambulant de 500 personnes est prêt à prendre la route.
Déballer, remballer, ici c'est la routine. Les gestes sont presque automatiques. Vas-y, Jamsi. Vas-y, vas-y. Celui là derrière. Tous ceux qui n'ont pas de masse, ils sortent pas. Hein. Ceux qui n'ont pas les masses, ils sortent pas. Vous restez au terrain. Les masses, c'est ce qui permettra d'abattre les pylônes de béton qui bloquent l'entrée du parc. Il faut les masses devant, les masses. Restez là, vous. Vous n'avez pas de masse dans les camions. Re-rentre par là, là. Re-rentre par là, toi. Toi, t'as une masse, vas-y, passe. T'as une masse, vas-y, passe alors. Oui, mais il nous faut les masses au départ. Si t'arrives, t'as pas de masse, tu vas faire quoi, toi? J'ai une petite masse comme ça, là. Bah oui, voilà. Non, il faut vas-y. Les caravanes qui possèdent une masse sont priées de prendre la tête du convoi. Elles auront la mission d'ouvrir le passage. C'est bon, on peut y aller. Mais le départ d'une centaine de caravanes, ça ne passe évidemment pas inaperçu. Bonjour. Ça, c'est nos amis les gendarmes, qui sont venus nous dire au revoir, bien sûr. On cherche à passer. Et à bientôt. Allez, au revoir. Ils sont toujours là quand vous partez? Comment on part, comment on arrive, pendant le stationnement et comment on part. Donc ils sont aussi pratiquement comme de la famille aussi. Samson remonte la file des caravanes. Chacun attend qu'ils prennent la tête du convoi pour démarrer. Dans cette petite commune rurale, c'est déjà un embouteillage de 4 km qui s'est formé ce dimanche après-midi. Le terrain de destination n'est qu'à 30 km, mais un convoi pareil, ça n'avance pas vite. Le trajet va durer plus d'1 heure. Ce qui inquiète Samson, c'est l'arrivée. Il sait que les gendarmes suivent les caravanes de près. Il a peur que l'entrée par effraction dans le parc ne soit empêchée par les forces de l'ordre. Donc la tension commence un petit peu à monter, je pense même au niveau des collègues, donc qui se chargent de l'ouverture de la place. Parce qu'on redoute toujours un petit peu, on ne sait jamais trop comment ça va se dérouler. Quand soudain, un coup de téléphone. Oui. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Oui. Ah bon? On vient de m'appeler en me disant qu'une voiture de police s'est mise entre les caravanes. Il faudra bien s'y prendre, il ne faut pas louper le coche. Ne pas louper le coche, ça veut dire faire vite, pour éviter que les policiers ne devancent le convoi et bloquent l'accès au terrain municipal. Mais Samson a l'habitude, il a une stratégie bien rodée. Moi, dans un premier temps, j'ai bloqué un accès dans quelques véhicules. Et ensuite, c'est les caravanes qui vont faire le reste, quoi, hein. Les caravanes qui sont derrière, donc on a mis en place une stratégie, parce que comme c'est une route à double sens, de bloquer les deux sens. Pour éviter l'accès à la police, pour pas être, on va dire, bloqué à notre tour après, quoi. Allô? Là, j'arrive dans ma place. Eh ben, c'est parti, hein. Dans le convoi, chacun connaît son rôle. À l'avant, les caravanes paralysent complètement ce rond-point. Derrière, la circulation est totalement bloquée, plus personne ne peut rentrer dans la ville. Dans le même temps, les casseurs entrent en action. Avec leur masse, les gens du voyage s'attaquent aux poteaux en béton armés qui bloquent l'accès au parc. Va plus doucement! Il y a la police qui est juste derrière ils sont bloqués, c'est bon. Ils peuvent plus passer. Pendant que l'équipe de démolition s'acharne sur les poteaux, une voiture de police est arrivée sur les lieux de l'autre côté. Mais ces 3 policiers sont de toute façon complètement impuissants face aux coups de force. Bonjour. Bonjour. Vous voulez vous installer où là? Sur le terrain. Il y a une centaine de caravanes. Ouais. Ça fait combien de temps? 15 jours. 15 jours. Oui, comme d'habitude. Monsieur, là le problème c'est qu'il faudrait quand même circuler, ça fout une merde. Non mais dès qu'elle est ouverte, on avance. Ça y est, c'est en train d'ouvrir là. Il y en a pour encore 5 minutes, c'est en... Voilà. La seule chose qu'on demande, c'est pas être bloqué, parce que tout est bloqué sinon. La 104 va être bloquée. Voilà. Bon, ben c'est bon, impeccable. Vous avez bien entendu, les policiers savent très bien que les voyageurs sont en train d'entrer par effraction dans le parc. Ce qu'ils demandent à Samson, ce n'est pas de partir, mais bien d'entrer au plus vite pour dégager la circulation. Vous voyez qu'il y a des fois qu'ils comprennent aussi, c'est ce qu'ils disent, rentrer le plus vite de façon à débloquer le plus rapidement la route. Ben c'est bien, Michton. Il aura fallu 10 minutes pour venir à bout de 2 poteaux en béton. Mais la pelouse du parc est maintenant accessible. Voilà, qu'est-ce qu'on est, les gens du voyage? On est obligé d'enlever ça. Parfait. Les 150 caravanes prennent d'assaut le terrain, sous le regard médusé de quelques riverains en plein pique-nique. Mais le pari n'est pas encore gagné. Car cette partie de la pelouse, au bord de l'étang, est la plus fréquentée par les habitants de la ville. Pour moins gêner, Samson veut que le campement s'installe juste au-dessus. Mais la zone est inaccessible.
à cause de ces gros rochers. Il n'y a pas la place de passer pour les caravanes. Samson n'avait pas prévu ça. Il faut arriver à monter maintenant, oui. On aurait pensé que ça allait être un peu plus facile, mais apparemment c'est un peu plus dur. Là encore, le système D se révèle efficace. Dans le convoi, il y a ce petit camion de dépannage qui rend souvent quelques services. Rien ne résiste à Samson et à sa bande. Après une montée un peu rude, les 150 caravanes déboulent sur les 4 hectares de pelouse du parc municipal de Brie-Comte-Robert. Mission accomplie, car les gens du voyage le savent, un campement installé est un campement difficile à déloger. L'opération à laquelle vous venez d'assister n'a rien d'exceptionnel. C'est ce que vivent chaque semaine les gens du voyage. Et si la méthode est illégale, leur argument est toujours le même. Il n'y a pas assez de terrain pour tout le monde. Où se mettre? Il n'y en a pas des terrains légaux pour nous. On sait, honnêtement, on sait pas comment faire. On ne sait pas. On est vraiment dans une voie sans issue. Il n'y a pas que nous qui est comme ça. Toute la France entière, tous ceux qui voyagent, on est tous dans la même situation. Mais 30 minutes après l'invasion du parc, des policiers arrivent sur le campement, accompagnés par une patrouille de la BAC. Visiblement, notre caméra n'est pas la bienvenue. Ce policier va se placer devant nous pour nous empêcher de filmer. À quelques mètres, Samson entame les pourparlers. C'est une garde à vue ou une convocation? Il se voit remettre une convocation au commissariat pour le lendemain, mais il défend l'opération avec ses arguments. À quoi qu'il sert le terrain, regardez. C'est un terrain... Il sert à rien? Non, il sert à rien, monsieur. Je connais, je suis d'ici, moi. Il servirait à quelque chose, on comprendrait. Il sert à rien. Je vous donne ma parole qu'on restera la semaine. Vous verrez, vous connaissez les procédures. Vous êtes habitué aussi, vous. L'intervention des forces de l'ordre, les convocations au commissariat, des procédures que Samson connaît par cœur. C'est une convocation officielle. Vous voyez, on vient d'arriver il y a à peine, on va dire, une petite heure. Et voilà ce qu'on nous... tout de suite. Le compte à rebours a commencé. En incluant les délais administratifs et les recours en justice, les voyageurs ont au maximum 6 jours devant eux avant que leur expulsion ne soit décidée. Alors, inutile de perdre du temps, la priorité maintenant, c'est de s'installer au plus vite. On s'en sortira jamais avec les démons, avec les diables. Il faut commencer par accorder l'eau et l'électricité. Encore une fois, vous allez assister à l'efficacité du système D version voyageur. Place aux spécialistes. L'équipe électricité se met en quête d'un compteur sur lequel se brancher. Ils vont chercher tout autour du parc, car ils n'ont aucune idée de l'endroit exact où trouver un raccordement électrique qui fonctionne. Vous avez des indices pour savoir où ça se trouve? Oui, on connaît. C'est parce qu'on connaît très bien. C'est le flair, ça. C'est le flair. Au bout de 20 minutes, l'équipe déniche une borne sur laquelle il semble possible de se brancher. Donc là, on vérifie en bas. On regarde où il y a le meilleur jus. On mange un sacré nez pour ça. Tout est prévu. Dans leur camion, des câbles de 400 mètres qui vont bientôt alimenter les 150 caravanes du groupe en électricité. Une électricité détournée est totalement gratuite. Mais il n'y a pas moyen de faire autrement si on veut vivre dans des conditions décentes. On demande juste ça, l'eau et le courant. C'est tout. Rien d'autre. Pour amener le courant jusqu'au campement, il faut faire passer les câbles dans des endroits pas vraiment prévus pour ça. Et s'assurer que les visiteurs du parc ne risquent pas de s'électrocuter. Même s'il s'agit d'un branchement sauvage, la sécurité reste la priorité. À la fin de l'opération, l'ensemble du campement a accès à l'électricité par un simple système de multiprise. À charge pour chaque voyageur de raccorder sa caravane. Et ça marche pareil pour l'eau. Le lavage des caravanes peut commencer. C'est comme une maison. La maison, il faut pas s'entretenir. C'est exactement pareil. En moins de 3 heures, la population de Brie-Comte-Robert vient de s'agrandir de 500 personnes. Un petit quartier autonome, doté de toutes les commodités. À 19 h, il ne reste plus que le chapiteau à monter.
Dans cette mission évangélique, avant chaque repas, les fidèles ont l'habitude de se rassembler sous ce chapiteau pour chanter et écouter les prêches de Samson. Là on part, c'est ici qu'il faut, ici. Il faut en part. Non, ça va, gamin. Putain, il faut enlever tout le bas là. Après on mettra, mais d'abord ici et après on fait les deux coins comme ça. Allez. Et comme souvent, la soirée s'achèvera par un repas commun autour d'un barbecue. On boit l'apéro? On boit l'apéro? Ah, vous croyez, non? On va pas couper comme ça. Un moment de convivialité bienvenue, car à partir de maintenant, ils le savent, ils ont une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Ils risquent l'expulsion à tout moment. Un risque qui n'est pas sans conséquence sur un aspect essentiel de leur vie quotidienne, celui de gagner de l'argent pour vivre et pour nourrir leur famille. 6 heures du matin, le lendemain. Ici comme ailleurs, c'est l'heure d'aller travailler. Chez les gens du voyage, on est souvent forains, marchands ambulants ou artisans dans le jardinage ou dans le bâtiment. Des professions compatibles avec des déplacements fréquents. Mais la majorité des hommes qui commencent leur journée de travail ce matin ont préféré garder l'anonymat devant notre caméra. Selon eux, appartenir à la communauté des gens du voyage pourrait nuire à leurs affaires. Voici Rico, le père de Samson. Lui ne craint pas d'apparaître à visage découvert. Il assume son appartenance à la communauté, y compris dans le cadre de son travail. Je vais sûrement me diriger dans le 93 à Bondy-Nord. Avec quelques autres membres du campement, Rico travaille sur les marchés de la région parisienne. La différence avec un non-voyageur, c'est qu'aujourd'hui, comme souvent, il part travailler avec la boule au ventre. Car il y a une chose qui l'obsède, c'est la menace de l'expulsion. Pendant qu'il sera toute la matinée sur le marché, peut-être que la police aura évacué le campement de Brie-Comte-Robert. C'est-à-dire qu'on peut pas travailler tranquille, on peut pas. Imagine-toi que là, je vais au travail et j'ai mon esprit qui est là, ici. Aujourd'hui, c'est sur le marché de Bondy que Rico installe son stand. C'est un marché populaire qu'il connaît bien. Il y vient souvent vendre ses produits de maquillage. Ici, il connaît tout le monde. Cela fait 20 ans qu'il écume la région. Et sur ce marché, il est loin d'être le seul de la communauté. Il y en a plein, puis il y en a dans toute la France. Il y en a plein qui font les marchés, il y en a plein, ils travaillent, les gens travaillent. Sur ce marché, sur la centaine de commerçants, une dizaine environ appartiennent à la communauté des gens du voyage. C'est par exemple le cas de Luigi. Son campement, à lui, est installé en ce moment dans le nord de Paris. Et son business, ce sont les vêtements. Faire les marchés, c'est un des métiers historiques des voyageurs, un secteur d'activité qu'ils pratiquent de génération en génération. Un des rares endroits où ils sont anonymes, personne ici ne se soucie de leur origine. Les gens, nous, on est des gens du voyage, ça nous dérange pas, nous. On les agresse pas, les gens. Au contraire, on leur amène des choses à pas cher, en plus. Alors, c'est bien pour eux, hein, en plus. Les fripes et les fins de série, les articles basiques achetés à des grossistes, c'est un peu leur spécialité. Ils vendent aussi des chaises en bois, des ustensiles de cuisine, bref, toutes sortes de marchandises bon marché. Allez, voilà, messieurs, dames, là, 1 € seulement, hein, profitez, que les petits prix. En revanche, le sujet de l'argent reste un peu tabou. Lorsque nous avons demandé à Rico combien il gagnait en travaillant ainsi sur les marchés, sa réponse n'a pas été immédiate. Tu as combien tes revenus par mois À peu près. Revenu grand-chose, hein. Revenu, c'est entre 1500 et 2000 par mois. 2000 € par mois, c'est le premier chiffre donné par Rico. Mais rapidement, il se ravise et nous donne un autre chiffre beaucoup plus modeste. Oh, je tourne entre 300 et 400 € par mois. Et comment tu fais pour vivre? Comment je fais pour vivre? Je touche mes caisses d'allocation. Et puis, on y va doucement. Hein. On fait attention à tout. Hein. C'est quoi comme caisse d'allocation? La caisse d'allocation, comme tous les Français touchent. Prestation familiale, pour les enfants, quoi. Et t'as combien d'enfants? Là, j'en avais 5, j'en ai 4 de mariés, là, il m'en reste une. À quel âge? Ah, ma fille, elle a 24 ans, oui, 24 ans, là. Oh, c'est une grande fille. Oui. Bon, c'est-à-dire, quand les 5 étaient vers moi, c'est vrai que, bon, il fallait que je travaille plus dur, hein, faire 2 marchés par jour. Et puis maintenant, bon, il n'y a que moi, ma femme et puis ma fille.
Bon, les frais sont beaucoup moins importants, hein. Alors on y va tout doucement, quoi. Alors 2000 € par mois ou 400? Ce qui est certain, c'est que ses revenus sont très irréguliers. Enrico ne sera pas plus précis. Quoi qu'il en soit, chez les gens du voyage, c'est à l'homme de faire bouillir la marmite. Tradition oblige, les femmes, elles, ont une autre mission très précise, elles aussi. Cela peut paraître surprenant à notre époque, mais c'est un autre aspect de la culture nomade. Chez les voyageurs, les rôles sont clairs et déterminés. Pendant que les hommes travaillent, les femmes, elles, assurent les tâches ménagères et l'éducation des enfants. Ça va pas changer. Et ça changera pas. Ça, c'est de père en fils. Et de mère en fille. Rares sont les femmes qui exercent une activité professionnelle. Et à l'opposé, rares sont les hommes qui restent à la maison ou qui se mêlent de ménage. Il n'y a jamais un homme qui fait le ménage? Non. Ça se fait pas, ça? Non, ça se fait pas plus. Pourquoi? Parce que ça serait bizarre. Hein. Un homme fait le ménage. Ah non, je voudrais pas. Ah non, je voudrais pas que mon mari travaille, moi. Hein. Oh là là, qu'il fasse le ménage et la vaisselle. Mon Dieu. Un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme. Alors, tous les matins, dans les campements des gens du voyage, c'est un ballet de femmes en nuisettes et robes de chambre, armées d'éponges, de torchons et de serpillères. Il y a tout de même un élément qui pousse de plus en plus de gens du voyage à modifier leur mode de vie, et ce sont les enfants. Delphine et son mari ont 2 filles, et pour elles, ils sont devenus sédentaires une partie de l'année. Désormais, 9 mois par an, ils rangent la caravane pour vivre à Saumur, dans un pavillon. L'objectif, c'est de permettre à leurs enfants de suivre une scolarité normale. Tu vas colorier les dessins ou t'entends le son A, abeille. Oui, A. Pas ça, ça fait un petit coup. Car Delphine le sait, chez les gens du voyage, l'échec scolaire est très répandu. Beaucoup d'enfants abandonnent l'école très tôt, souvent au niveau du collège. Le mode de vie nomade n'est pas facilement compatible avec la poursuite des études. Je me rappelle quand j'étais petite à l'école, il y avait souvent des gens du voyage qui venaient et on les mettait au fond de la classe à faire les dessins, quoi. Donc l'enfant il apprenait rien et puis aujourd'hui il sait ni lire ni écrire, quoi. Il y en a beaucoup ici chez les gens du voyage qui ne savent pas lire ni écrire. Pour la plupart des enfants et des ados du campement, tout semble un peu écrit à l'avance. Leur avenir, c'est de faire les marchés comme papa ou de reprendre un métier d'artisan. Delphine ne se fait pas d'illusions d'ailleurs. Si malgré ses efforts, ses filles ne suivent pas en classe, leur voie est toute tracée. Si par exemple ils s'en vont toutes les semaines ou tous les 15 jours, comment ils vont faire pour changer de collège? Ils peuvent pas. C'est impossible, ils peuvent pas. Donc du coup, je pense qu'elle fera les cours par correspondance et puis elle ira faire les marchés avec ses grands-parents. Après un dernier coup de chiffon, l'heure est à la détente. Au programme, farniente et bronzage pour les mamans. Pour les petits, jeux et piscine. Rien ne manque, pas même le glacier qui chaque jour à 16 h fait son apparition. Voilà. J'ai une frottis bleue. Oui, 3,50, 3,4, 400. En revanche, il y a des visiteurs dont les voyageurs se passeraient bien. Ce sont ces employés de la police municipale. Ils viennent régulièrement relever les numéros de plaques des caravanes. C'est une technique utilisée par les municipalités pour mettre la pression. Et parfois, cela débouche sur des amendes pour stationnement illégaux. Une méthode qui peut parfois prendre des proportions surprenantes. Il y a quelque temps, Samuel a stationné 3 semaines de façon illégale sur un terrain en région parisienne. Là-bas aussi, la police municipale relevait les plaques tous les jours. Résultat... Je vais vous montrer une belle liasse, monsieur. Une belle liasse. C'est la mairie de Bourg-la-Reine qui m'a appelé. Il m'a dit, monsieur Landouer, venez, vous avez 54 procès. Alors je les ai fait venir, c'est cela. Alors, je ne sais pas ce que je vais faire avec, je vais faire peut-être une grillade. Je vais faire cuire des merguez avec, certainement. L'homme plaisante, mais pour lui le coup est rude. 54 amendes pour stationnement interdit à 33 € par amende. Cela lui fait une somme à régler de 1 650 €. Une petite fortune pour cet artisan dans le bâtiment. Au revoir. Mais quelques minutes plus tard, c'est bien pire qu'une simple amende qui se profile à l'horizon pour Samson et ses camarades. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Ces policiers sont venus voir le pasteur pour lui remettre en main propre l'arrêté d'expulsion.
Le préfet de Seine-et-Marne a rendu sa décision plus vite que prévu. Motif, trouble à l'ordre public. Vous devez être parti dans combien de temps? Dans les 48 heures qui suivent. Voilà, sinon donc la police va intervenir. Et ça prend effet à partir de quand? De suite. Cet arrêté d'expulsion déclenche un compte à rebours. Il reste aux voyageurs 48 heures pour faire appel via leur avocat. Cela leur permettra de gagner du temps et de rester sur place jusqu'à la fin de la semaine. Mais Samson est amer et il n'a encore aucune idée de leur prochaine destination. Donc à partir de demain, on est reparti sur les routes pour chercher un autre terrain qu'on va encore occuper et on va se trouver toujours dans cette même situation. Donc ça veut dire que même en 2013, on se trouve confronté à des problèmes qu'il y a 35 ans en arrière. C'était les mêmes problèmes. Ça n'a pas évolué d'un centimètre. Mais malheureusement, aujourd'hui, on est confronté à un problème, mais c'est le plus fort qui l'emporte. 3 jours plus tard, sans surprise, l'expulsion a été ordonnée par le tribunal administratif. Les 150 caravanes ont dû reprendre la route. Que Dieu te bénisse, mon ami. Entre-temps, Samson a repéré un nouveau terrain à une vingtaine de kilomètres de là. Mais là encore, il s'agira d'une occupation illégale. Une demi-heure plus tard, un homme seul s'aventure dans le parc. Ce n'est pas un habitant de Brie-Contre-Robert comme les autres, c'est monsieur le maire. Il vient constater dans quel état se trouve son parc après 6 jours d'occupation par les gens du voyage, et il est un peu inquiet. Ce qu'il redoute, ce sont les dégâts éventuels sur la pelouse. En une semaine, le passage répété des véhicules a tracé un chemin de terre au milieu de l'herbe. Bon, heureusement qu'il ne pleuvait pas comme ces dernières semaines, hein, parce que alors là, la pelouse a été foutue. Là. Non, là, ça va repartir, la première. Comme vous dites, hein, première pluie, c'est reparti. C'est pas grave. Il y a eu du passage. Hein. Au fil de sa visite, le maire va vite être rassuré. Le groupe de Samson a laissé un terrain impeccable. Ah, c'est propre, hein. Là, c'est propre. Je crains le plus, c'est l'intérieur du bois. Dans les bois, en effet, mauvaise surprise. Voilà, c'était leur OTR. Regardez. Et je suppose que c'est un peu partout pareil. Et après, ils sont étonnés que les communes ne veulent pas d'eux. Visiblement, l'équipe nettoyage des voyageurs n'est pas passée ici. Partout, partout. Mais si ces saletés qui jonchent le sous-bois contrarient le maire, il en convient, on est loin du désastre qu'il avait imaginé. Alors, en l'occurrence, je trouve que ça a été plutôt soft. Hein, avec eux et nous, là, on s'en est bien sortis, je trouve. Aussi bien eux que nous, hein, je veux dire. Ça a été plutôt tranquille. Au final, le passage du groupe de Samson aura coûté à la ville 2 jours de remise en état par les équipes techniques. Pour ce qui est de l'eau et de l'électricité, Samson a fait un chèque de 1 000 € au Centre communal d'action sociale de la ville. Mais parfois, les gens du voyage se heurtent non pas à la police ou à monsieur le maire, mais aux préjugés, à leur mauvaise réputation qui les précède. Sans les connaître, ce sont les habitants des communes qui ne veulent pas les voir. Dans la suite de révélations, vous découvrirez que malheureusement, certaines installations peuvent tourner à l'affrontement très musclé entre gens du voyage, riverains et forces de l'ordre. Moi je t'encule, je te dis. Il y a des trucs qui s'en vont, ils commencent, ils m'agressent. Moi je t'encule. On nous traite comme des chiens. On n'est pas du bétail. Ça sert du bétail, vous trouverez une place. Vous nous donnez rien. Alors maintenant, on en a marre. Artaz Pont Notre-Dame, en Haute-Savoie. Un groupe de caravanes a décidé d'emprunter ce chemin de terre au milieu des champs. Objectif, investir le stade de foot municipal pour y installer le campement. Comme il n'y a plus de place dans l'aire de grand passage la plus proche, les gens du voyage vont s'installer ici, sans autorisation. À l'aide d'un hélicoptère, les gendarmes tentent de bloquer les accès au terrain. Mais rien de tout cela ne peut vraiment empêcher les gens du voyage d'avancer. Regarde, oh, passe dans le champ. Passe dans le champ, passe. Puisque la route est bloquée, les véhicules commencent à couper à travers champs. L'homme qui se précipite pour pousser cette camionnette, c'est Milo Delage. Milo est d'ordinaire affable et souriant, mais ce soir-là, il va montrer une toute autre facette de sa personnalité. Vous êtes censé protéger des citoyens français, ça c'est tous des citoyens français. Hein. Voilà. Ce qui le contrarie, c'est que seule une 50aine de caravanes a réussi à rallier le terrain. Pour les autres derrière, ça se complique.
Et ce ne sont pas seulement les gendarmes ou la police qui s'interposent, ce sont des gens de la commune, et notamment quelques agriculteurs très remontés. Ils ont bloqué toutes les entrées du stade municipal avec leurs tracteurs. Cette fois, les gens du voyage ont face à eux des habitants prêts à leur tenir tête. Ça se passe toujours pas trop bien. Ah ouais? Ouais. Du genre, qu'est-ce qui s'était passé? Bah, faut se battre avec ces gens-là, autrement ils partent pas, c'est toujours la guerre. C'est la galère. C'est ça. Alors on sait pas comment ça va finir un jour, à force de toujours se battre avec ces gens-là. Et nous, c'est pas notre boulot de se battre avec eux. Hein. C'est pas notre travail. Hein. Alors je sais pas, un jour, il faudra qu'ils solutionnent ça une bonne fois pour tout, mais j'espère. Parce qu'un jour, ça va mal finir, c'est ça le problème. Ça va mal finir un jour. Ouais. Un jour, il y aura un mort, et bien après, les autorités ils commenceront à se bouger, à dire « maintenant, ça ne peut plus continuer. » Ça va en arriver là, à force, vous allez voir. Coincés entre habitants et gens du voyage, les gendarmes tentent de maintenir le calme. Une trentaine d'hommes est mobilisée. Mais la situation est complètement bloquée et les esprits commencent à s'échauffer. On laisse pas le camion là, vous les non, je casse le carreau. Et tout là qui vient de trouver, j'ai pète la gueule. Bah c'est ça qui va se passer encore. Ils leur trouvent un terrain à la roche, de la roche, ils s'en vont à la roche, ils reviennent ici nous faire chier. Ils provoquent les gens, c'est de la provocation qu'ils nous font. Et puis c'est toutes les années la même chose. Et ça devient vraiment pénible. Une perte de temps énorme, du massacre de matériel. Ce sont quand même les citoyens qui payent tout ça. Vous croyez pas? Ce qui excède les agriculteurs, c'est la dégradation de leurs champs. Car chaque année, pour accéder au terrain de foot, les caravanes les traversent et parfois même stationnent sur les abords. Les paysans ne le supportent plus et cette fois, ils ont décidé de ne pas se laisser faire. Pauvre gitan, hein. Comme une balle de tennis, quoi. Il se dépasse. Ah oui, on en a marre d'être passé, hein, je vous le dis. Hein. Et ce n'est pas l'arrivée du maire, 1 heure plus tard, qui va arranger les choses. Milo va tenter de négocier avec lui. Ouais, bonjour monsieur, bonjour. Moi je suis monsieur Delage Milo et j'ai été nommé par le Conseil de l'Europe pour être expert, en tant qu'expert médiateur hein, par rapport aux gens du voyage, si vous voulez. Donc, pas le médiateur de Haute-Savoie? Je suis pas médiateur de Savoie, je suis médiateur national et international, monsieur. Milo est effectivement médiateur pour les gens du voyage auprès du Conseil de l'Europe. Mais alors qu'il proposait d'ouvrir le dialogue, le maire tourne les talons. De leur côté, les agriculteurs ont appelé à la rescousse un tracteur. Dans sa citerne, des tonnes de lisier qu'il menace de répandre sur le champ et sur le terrain de football. Alors cette fois, le leader des voyageurs va montrer les dents. Allez les marches! Allez les marches! Et rameuter ses troupes. On essaie d'être gentil, vous dépassez les bornes. Il commence, il m'agresse. Moi je t'encule. Moi on a le même âge. Hé, on a le même âge. Si tu veux, on se met là tous les deux. Fais pas le PD. On se met là tous les deux, hein. On nous traite comme des chiens. On n'est pas du bétail. Ça serait du bétail, vous trouverez une place. Vous nous donnez rien. Alors maintenant, on en a marre. Depuis tout à l'heure, vous n'arrêtez pas, monsieur le maire. Vous jetez de l'huile sur le feu. Là, vous voulez nous jeter de la merde dessus maintenant. Arrêtez. Arrêtez, monsieur le maire. Essayez de trouver une solution. Si on met de la merde sur le stade qui est trouvé une solution. Je vous ai prévenu, messieurs. Le maire a logiquement pris parti pour ses administrés. Et les agriculteurs sont prêts à mettre leurs menaces à exécution avec le tracteur et sa cargaison de lisier. Ce sont les gendarmes qui vont devoir lui faire barrage. Mais les heures passent, la situation s'enlise. Même si la nuit commence à tomber, les gendarmes n'osent pas quitter les lieux. Ils redoutent un affrontement entre les paysans et les voyageurs. On n'est pas en mesure complètement d'empêcher les deux groupes de se battre. Une mesure de rétablir l'ordre s'il y a besoin. On manque de force pour se mettre au milieu et faire les casques bleus. Mais bon, je rassemblerai toutes les forces possibles, je pense qu'on limitera les dégâts. Si dégâts doit y avoir. En attendant, le conflit n'est pas encore commencé puisqu'on bloque encore l'objet du conflit qui est ce tracteur à lisier. 1 heure du matin, les gendarmes ont enfin réussi à faire retomber la pression. Il aura fallu 8 heures de négociation pour que les paysans acceptent de retirer le tracteur. Mais en contrepartie, les voyageurs se sont engagés à repartir le lendemain, dès la première heure. Le lendemain matin, vers 9 h, juste avant le départ, les voyageurs ont la mauvaise surprise de découvrir cette pancarte déposée dans la nuit. Il y a son nom là, c'est bien, c'est marquant. Hein. Voilà. Ah, tu vas. Ça vous fait quoi de voir ça? Ben, on a l'habitude.
Voilà l'habitude. Oui, mais pas des pancartes comme ça quand même. Et si on l'a dans le dos, mais sauf qu'elle est invisible, que là, voilà, elle est réelle, quoi. C'est tout. Et c'est ce qu'ils disent à chaque fois. Se battre, encore et toujours, pour trouver une place. Pour certains, cela devient usant. Alors, depuis quelques années, de plus en plus de gens du voyage font le choix de renoncer au voyage et de se sédentariser. L'ennui, c'est que certains voyageurs ont parfois une façon bien singulière d'investir dans l'immobilier. Ils tentent d'imiter une méthode déjà utilisée par certains milliardaires sur la Côte d'Azur ou certains restaurateurs corses, qui se moquent de la loi et veulent passer en force. Nous sommes à Linas, une commune de 6000 habitants située dans l'Essonne, non loin de Montlhéry. Depuis quelques années, dans cette tranquille bourgade, de nouveaux quartiers sont apparus. De petits pavillons modestes ou des villas plus luxueuses. Des dizaines et des dizaines de nouvelles maisons. Point commun, elles ont été construites par des membres de la communauté des gens du voyage. Et problème, elles se sont bâties dans l'illégalité la plus totale. François Pelletan est le maire de Linas. Et si ces nouvelles constructions sauvages lui posent problème, c'est d'abord parce qu'elles ont toutes été faites sur des terrains non constructibles. Ici, il y avait des terrains agricoles qui étaient exploités. Eh bien, nous avons aujourd'hui, on peut aller voir sur place, des maisons, des constructions qui se sont faites, alors que c'est foncièrement interdit. Pour s'approprier ces terrains, des gens du voyage auraient mis au point une combine très efficace. C'est simple, ces terrains, ils ne les ont pas achetés. Officiellement, les anciens propriétaires les leur ont donnés. Ce que font ces personnes, c'est que finalement, elles déclarent se donner un terrain entre un propriétaire et puis ces gens du voyage qui sont les bénéficiaires de ces donations. Ils arrivent comme ça à contourner finalement la loi et à devenir propriétaires à part entière de terrains. Officiellement, depuis quelques années, des dizaines d'agriculteurs de Linas auraient eu le désir de donner leur terrain à des gens du voyage qu'ils ne connaissaient pas. C'est peut-être difficile à croire, mais l'ennui, c'est que c'est impossible à vérifier. Comme nous le confirme Josette Gomila, la directrice générale des services de la mairie. Il n'y a absolument aucun encadrement juridique des donations. On peut la faire vous à moi, voilà. On ne se connaît pas, on n'est pas parents, mais vous me faites cadeau de votre terrain de 2000 m², voilà, j'en suis ravie. Un cadeau. C'est comme ça que c'est présenté, que les choses sont présentées. Hein. Les gens du voyage sont toujours attributaires gratuitement des terrains, c'est ce qu'ils nous disent, voilà, on leur a fait cadeau. Avantage supplémentaire de la donation, la mairie n'a aucun moyen de s'y opposer, contrairement à une vente en bonne et due forme. Lorsque vous achetez un terrain à quelqu'un, il y a ce qu'on appelle le droit de préemption en France qui fait que la commune peut avoir un droit de priorité pour l'acquisition. Mais lorsque vous faites un don d'un terrain à quelqu'un, dans ce cas-là, c'est ce que l'on appelle une donation et le droit de préemption ne fonctionne pas. Le maire est convaincu que derrière ces dizaines de donations, il y a en réalité des dessous de table conséquents. Ainsi, les agriculteurs se débarrasseraient de terrains inconstructibles qui ne valent pas grand-chose, contre de l'argent liquide. Tandis que les gens du voyage, eux, s'achèteraient ainsi des mètres carrés à un prix imbattable. Un terrain ici, vous allez acheter ça à 5 € le mètre carré, alors que si vous achetez un terrain constructible dans les quartiers de la commune, vous allez le payer 200 € le mètre carré. Donc forcément, c'est des opérations immobilières qui sont aussi très juteuses. Hein. Et ils se retrouvent d'ailleurs avec des parcelles qui font 1000, 2000 m² de terrain, alors que personne dans nos régions sont capables de se payer des propriétés de cette valeur-là. En réalité, les gens du voyage font un pari risqué que pourrait faire n'importe qui. Investir, puis construire sur un terrain non constructible, mais qui pourrait le devenir, si la commune change d'avis. Nous rendons visite en caméra cachée à certains anciens propriétaires qui ont donc soi-disant offert leur terrain pour rien du tout. Comme cette dame qui a donné un terrain de 200 m² à une famille de gens du voyage. Il y avait déjà des gens dessus. Alors on a donné. Il y avait des gens dessus? Ouais, bah oui. Et depuis plus de 10 ans qu'ils étaient là. Vous parlez des gens du voyage, là? Oui. D'accord. Vous êtes allé chez un notaire? Alors moi, j'ai donné délégation à un notaire et puis il s'occupait de tout. Hein. Et en échange de rien? Ah, alors, je leur ai laissé. Hein. Vous leur avez donné?
Ah oui, ça a été un don. Hein. D'accord, ok. Ces donations, qui lui semblent pour le moins douteuses, le maire de Linas en a déjà attaqué près de 50 devant la justice. Il faut dire qu'ici, le phénomène prend des proportions importantes. Pour en juger, il nous invite à le suivre sur le terrain. Alors là, vous voyez, on rentre dans la zone qui est le secteur agricole. Et vous avez des choses qui sont apparues. Là, ça a été fait l'année dernière. Vous voyez, ils sont toujours en travaux. Alors là, vous en avez, ce que disait Mme Gomila, 4 qui se sont faites au fur et à mesure. On l'appelle ça Las Vegas, ici. Si Monsieur le maire surnomme ce nouveau quartier Las Vegas, c'est qu'ici on a affaire à des villas cossues, atteignant jusqu'à 250 mètres carrés. La majorité des constructions litigieuses sont plus modestes, mais il y en a de plus en plus sur la commune. Bon, voilà, alors tout ça, c'est illégal, quoi. Tout ça, c'est des constructions qui n'ont rien à faire là. Oh, bah là, on va avoir une dizaine d'hectares quand même, qui ont été construits en l'espace de 2 ans à peu près. On peut pas dire que c'est moche quand c'est fait. Mais le problème, c'est que c'est pas légal. Villa somptueuse, nouveau quartier, une petite ville nouvelle qui a surgi de terre en quelques mois à Linas. Mais encore mieux, certains propriétaires de ces maisons sans existence légale vont jusqu'à les diviser en parcelles pour y louer des emplacements de caravanes. Ça va? Bon, c'est une mère. Bonjour, ça va bien? Cette famille de ferrailleurs, par exemple, n'est pas propriétaire. Elle loue ici des espaces pour stationner ses caravanes. Ouais, ça serait à vous, ça serait mieux entretenu, c'est ça? Oui, il n'y aurait pas de construction. Faut pas rêver. Depuis ils sont tout petits, on est à l'école depuis de 25 ans. Ouais, c'est ça. C'est pas nous, mais je voulais rien à faire. Cette famille est sous la menace d'une expulsion. Mais le chef de clan n'arrive pas à comprendre pourquoi. Il estime, lui, qu'il a un contrat de location en bonne et due forme. Bah, c'est sûr que le jour aussi on vous mettra dehors, ça va aller vite, parce qu'il n'y a rien de construit. Ouais, mais ça va aller vite. Les jours, mettez dehors, ça va aller vite. Mais vous n'avez rien de problème avec moi. Vous n'avez pas de me fixer. Ah bon? Vous me donnerez où? Ah ouais, mais vous connaissez bien la loi, vous dites donc. Parce que je vous ai jamais embêté, mais je vais peut-être vous embêter aussi. Ouais, là, vous n'allez pas être content. Ah, je vais pas être content, hein. Ah, ça, je sais, ouais. Non, par contre, que je prenne pas quelqu'un à piquer les bouches d'égout. Ah, non, on fait pas ça, nous. Par contre. Non, je sais bien que c'est pas vous, mais. C'est pas ça. Moi, tu dois faire le justicier parce que. Ça, c'est pas bon parce que. Non, mais c'est nous qui va prendre à ce compte-là. Non, non, c'est pas vous qui allez prendre, mais il y en a qui ont fait ça et j'espère que c'est pas. Mais on va essayer de les retrouver. La visite de Monsieur le maire continue et nous allons rencontrer l'un des propriétaires d'une de ces maisons. Il reconnaît à demi-mot qu'il a enfreint la loi. Mais pour lui, acquérir un pavillon de cette façon, c'était tout simplement la seule manière d'accéder à la propriété. Parce qu'on veut s'insérer dans la société, les enfants vont à l'école, on paye nos impôts, on paye tout. Parce que maintenant, vous savez, les 3/4 du temps, comme on part avec les caravanes, on est mal vu. Alors c'est pour ça, on reste de plus en plus, on reste sur place, quoi. Puis, vous savez, les terrains à bâtir, tout ça, c'est inabordable. On fait selon nos moyens. Expulser, on ne peut pas nous expulser. Si on est quand même chez nous, on est quand même propriétaire. Discours surprenant, car aux yeux de la loi, ces terrains n'étaient pas constructibles. Cela n'a pas empêché certains de voir grand. On est en train de regarder ce que vous avez fait, c'est quand même gonflé, C'est gonflé, je sais. Cette propriété n'a rien à envier à une maison de cadre supérieur. C'est le château de Versailles, là. Non, c'est pas le château de Versailles. Le jour où on va démolir ça, on va avoir du boulot quand même. Je vous assure, pour me faire démolir, il faut m'abattre à moi avec. Hein? Faut m'abattre aussi. Faut arrêter de tirer dessus parce que moi je me laisserai pas faire, j'ai plus que ça. Ah bah oui, ben non. Bah vous avez plus que ça, mais c'est de votre faute. Moi je demande rien, je demande de rester là tranquillement avec ma petite famille. J'ai 3 enfants et une femme. Ah, c'est légal, je le sais, vous avez tout à fait raison. Je n'ai pas dit le contraire. En fait, dans cette histoire, personne n'est dupe. Les gens du voyage espèrent tout simplement que le conseil municipal changera d'avis et fera en sorte que certains terrains non constructibles deviennent constructibles. Sinon, le préfet peut ordonner la démolition. Comme ici, à Lompont-sur-Orge, dans une commune voisine. Pour la première fois, sur décision de justice, les pelleteuses sont entrées en action pour abattre une construction illégale. Dans cette commune, 80 parcelles de terrain étaient en situation litigieuse. Mais en France, selon certains spécialistes, il faut du temps pour en arriver là. Seule certitude, la situation de cette commune n'est pas isolée. Plusieurs centaines d'agglomérations seraient déjà concernées par cette combine
qui n'est pas utilisé uniquement par les gens du voyage. Yonout Stan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes animateur pour le Secours catholique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre mission? En fait, j'ai commencé en tant que volontaire civique au Secours catholique à Toulon. Et avec le temps, je suis devenu animateur. Ça veut dire mon rôle, c'est d'accompagner les équipes des bénévoles du Secours catholique qui travaillent avec des familles roms dans la région PACA. Et c'est des projets précis où j'aide les bénévoles à construire un lien de confiance avec les familles et faire des projets de vie. Surtout avec des familles qui étaient à la rue et maintenant des familles qui sont dans des hébergements précaires et qui osent voilà, rester en France. Vous avez participé à notre film, je crois que vous étiez traducteur auprès de notre réalisateur là-bas en Roumanie. On voit donc comment vivent ces familles. C'est vraiment ça, dans des maisons avec toute la famille réunie? Il faut savoir qu'à peu près 10% des Roms en Roumanie, c'est des Roms qui ont eu la chance et qui ont fait construire des maisons. Il y a même des belles maisons avec des salles de bain dedans. Mais ça veut dire, si je précise qu'il y a une salle de bain, ça veut dire que les autres, ils n'en ont pas. Et en fait, il y a une pauvreté assez dure qui date des siècles et des siècles, parce que dans la région où le réalisateur il a été, en fait, les Roms, ils ont été des esclaves jusqu'en 1858. Du coup, les Roms, ils ont été gardés dans des petites bidonvilles à côté, sur des terrains où ils ne sont même pas propriétaires, et laissés comme ça à l'abandon. Il y a eu aussi la période communiste, où tu vois très bien qu'il y a le village où il y a le goudron, où il y avait l'électricité, et les Roms, ils étaient à part, séparés par une rivière. Mais pourquoi ? Ça, c'est une très bonne question et je pense que si on regarde l'histoire, c'est très simple. C'est comme les Noirs dans les États-Unis. Ça veut dire qu'ils étaient des esclaves, il y avait les patrons à côté, ils ne voulaient pas se mélanger et on a gardé ça. Est-ce que c'est possible, quand on est Rom en Roumanie, de trouver du travail, d'avoir une vie correcte? C'est possible de trouver un travail, mais il faut savoir que tu vas trouver que des travails pas bonnes, quoi. Et en fait, en Roumanie, si tu as fait des grandes études, tu vas trouver un bon travail. Mais si tu n'as pas la chance d'écrire, de lire, c'est dur. Et du coup, en faisant la manche en France, tu vas mettre 1 euro, un brique de plus pour ta maison. Et du coup, tu vas avoir plus que si tu restes là-bas à vivre de l'aide sociale. C'est très difficile à comprendre, ça. C'est-à-dire que quand on voit les Roms qui vivent dans des conditions terribles en France, comment on peut croire que ça, c'est mieux que de vivre en Roumanie dans une maison? Et en France, on mange. En Roumanie, c'est dur. Et c'est ça qui fait que les gens viennent. Et il faut savoir que quand ils font la marche, les Roms, ils ne gaspillaient pas l'argent. Tout cet argent, il sert. Et leur rêve, c'est d'avoir une maison avec... voilà. En France? Pas vraiment en France. Je pense que le rêve des Roms, c'est vraiment de venir ici, gagner de l'argent, investir en Roumanie. Alors vous êtes arrivé ici en France à quel âge? J'avais 24 ans et là, j'ai trouvé ce poste de volontaire civique en France. J'ai pris l'avion et je suis venu. D'accord. Donc vous êtes arrivé dans des conditions qui étaient quand même acceptables? Ah oui, bien sûr. Dès que je suis arrivé, le Secours catholique m'a mis à la disposition d'un appartement. J'avais un petit salaire et j'ai commencé mon travail dans des conditions dignes. Je suis arrivé avec un contrat de travail et ça, c'est la bonne façon d'arriver en France. Mais est-ce qu'ils ont vraiment accès au travail? C'est dur de trouver du travail. Moi, j'ai remarqué qu'en France, ça marche avec le piston. Les Roms, ils ont besoin des gens qui transfèrent la confiance pour eux. S'ils vont toujours, en tant que Roms, demander du travail, ils risquent un gros rejet. Moi, je me rappelle, il y avait un moment, je l'ai amené travailler pour faire le ménage dans un hôtel. La dame, qui était très sympa, qui me connaissait, m'a dit « Yonout, il fait trop Rom ». Et du coup, j'étais obligé de faire un relooking à la femme, de lui dire de quitter sa jupe, voilà, de faire du maquillage, de couper les cheveux. Mais ça, c'est des préjugés, enfin, il n'y a pas d'autre mot. C'est des préjugés, mais quand tu vas au travail, si tu perds ton job à cause de ça et tu as des gosses à nourrir derrière, tu es obligé de faire ça. Alors, parlons justement des enfants roms qu'on voit souvent à la télévision ou dans les journaux, comme des enfants qui sont des pickpockets, qui sont utilisés pour voler. On ne peut pas dire que ça n'existe pas. Ça existe, mais en fait, c'est des phénomènes, allez, on va dire 2% des gamins roms qui sont entrés dans ça. Et je pense que si la police et si les gens ils font leur boulot, ces réseaux ils vont disparaître et les gamins ils sont en sécurité. En fait, qu'est-ce que c'est dur avec les pickpockets? C'est que les gens ils croient que le gamin, c'est sa culture de faire ça. C'est comme la manche. C'est pas la culture des enfants roms de faire la manche ou des femmes roms de faire la manche. C'est juste que c'est la seule niche, malheureusement, qui leur reste dans une société à faire pour gagner de l'argent. Après, je dis pas, il y a des roms qui souhaitent devenir riches plus vite.
Et là, ils font un choix mauvais. C'est comme les gens qui font le choix de vendre n'importe quoi pour gagner de l'argent. C'est la même chose. Alors justement, comment vous intervenez finalement auprès d'eux? Le but pour moi, c'est vraiment de construire une relation de confiance. Ça veut dire qu'on va arriver avec les familles de construire un projet. On part de ce qu'est-ce que tu souhaites. Tu souhaites de faire des allers-retours avec la Roumanie pour construire ta maison? Est-ce que tu souhaites rester en France, donner tes enfants à l'école? Et on commence par ça. Et avec le temps, on se rend compte qu'ils apprécient la société française. Et quand ils sont dans des conditions dignes, les gamins, ils sont scolarisés. Moi, j'ai des gamins maintenant qui parlent même plus roumain. Ils parlent que romanais et français. Ça veut dire, et entre eux, les trois gamins, ils parlent que français. Ça veut dire la France, ça va être leur avenir. Vous croyez en la jeunesse rome et vous leur donnez une chance à votre tour, c'est ça? Je crois beaucoup dans la jeunesse rome, mais j'ai peur. J'ai peur parce qu'en France, au-delà de toutes les choses qui sont bonnes, l'école, les bénévoles qui te suivent, il y a aussi des dangers. Il y a des dangers de tomber dans des réseaux, il y a des dangers de tomber dans des entourages qui ne sont pas bien. Et les Roms, il faut savoir que quand ils vivent à la rue ou quand ils sont pauvres, ils sont très, très faibles. Oui. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut faire attention à eux et leur donner plus d'attention. Merci beaucoup, Ionuț, pour tout ce que vous faites et d'avoir répondu à mes questions. Merci aussi à vous et je vous souhaite Taves Baktali, ça veut dire dans la langue rome, la chance avec vous. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur numéro 23 dans Révélation. Bonne soirée.